Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Up conférence à Lyon. C'est un grand plaisir de vous voir pour un nouvel événement dans cette belle ville de Lyon où il se passe plein de choses, évidemment sur les sujets de l'innovation sociale, de l'économie sociale et solidaire, mais aussi avec le mouvement Up, grâce à Jérôme qui va prendre la parole dans quelques instants et son équipe de bénévoles engagés qui organise assez régulièrement des événements, des Up Cafés, des Up Conférences, comme ce soir. Et voilà, c'est chouette, puisque ça permet à vous, à Lyon et dans les environs de Lyon, de s'inspirer auprès d'intervenants inspirants qui vont vous être présentés dans quelques instants. Et puis aussi de se rencontrer, puisque c'est un peu l'objectif de nos événements, c'est de décloisonner. Je m'appelle Nicolas Froissart, effectivement, ça se fait de se présenter. Et je suis un des dirigeants du groupe SOS qui impulse ces événements. Et je travaille sur le... C'est la dernière chance. Après, vous ne nous entendrez plus. Merci beaucoup. Et aussi sur les événements Up avec une partie de l'équipe qui est là, Laure, William, et que je remercie. L'idée, elle est assez simple, très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps. C'est ça, c'est à un moment donné, on n'arrête pas de parler des problèmes aujourd'hui en France et ailleurs. Et finalement, beaucoup de solutions. L'acoustique est bonne. Je peux changer d'endroit sinon. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a plein de problèmes, pas que techniques. Il y a des problèmes dans notre société. On parle beaucoup d'inégalités, les problèmes liés à l'environnement, évidemment, à l'emploi. Donc on parle beaucoup des problèmes, mais finalement, et ce serait bien aussi de parler des solutions et pas toujours réinventer l'eau tiède. Il y a beaucoup de choses qui marchent très bien et qui d'ailleurs sont souvent portées par ce secteur de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social, qui ne fera pas tout seul non plus, on est bien d'accord, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas une catégorie d'acteurs qui détient les solutions par rapport aux autres, et que justement, il y a de fortes chances pour que les solutions, elles passent par une co-construction entre les entreprises sociales, mais aussi les entreprises classiques, les pouvoirs publics évidemment, le monde académique, et on est ravis d'être ici à l'Université de Lyon aujourd'hui. Voilà, et c'est notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on crée des solutions ensemble, qu'on vous inspire pour que, pourquoi pas, vous créiez aussi votre projet demain. Up, c'est aussi un réseau social, Up Campus, et avec des déclinaisons locales comme Up Lyon par exemple. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore membre de Up Lyon, vous pouvez vous inscrire aux événements, mais aussi proposer vos projets. Et comme ça, les Lyonnais, mais aussi plus largement les Français, pourront voir votre projet et pourquoi pas vous donner un petit coup de pouce. N'hésitez pas. La promesse de nos événements, c'est que ce soit des événements gratuits pour que justement tout le monde puisse assister à ces événements. Et ce ne serait pas le cas s'il n'y avait pas nos partenaires, Accenture, Aviva, Bouygues Immobilier, qui, je ne sais pas s'il y a des gens de cette entreprise, mais qui va nous accompagner pour développer plein de choses, encore plus aussi sur Lyon et ailleurs. D'ailleurs, on est à Strasbourg la semaine prochaine et c'est grâce à vous, enfin peut-être pas à votre équipe, mais en tout cas à l'entreprise que vous représentez, Veolia et bien sûr le Crédit Coopératif. Et c'est un grand plaisir, Jean-Louis, de t'accueillir parce que le Crédit Coopératif est un partenaire historique du groupe SOS, mais aussi de ces événements qui vous accueillent. Donc, je ne cache pas ma joie d'être ici avec toi ce soir. On a un réseau social, mais on n'est pas sectaire. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux lucratifs. On ne sait pas ce qu'ils font de vos données, mais c'est pas grave. Donc sur Facebook, Twitter. Ce soir, c'est pas le problème. On traite régulièrement de ce sujet, mais pas ce soir a priori. LinkedIn et YouTube.
N'hésitez pas. Et puis il y a un hashtag, comme d'habitude, je suis devant, c'est UpConf. Voilà. Hein, si vous avez des choses qui vous interpellent, des questions, d'ailleurs on prend parfois des questions aussi sur le hashtag UpConf sur Twitter, n'hésitez pas. Ben voilà. Avant Grégoire, qui va faire un petit panorama du sujet de ce soir, je voulais passer la parole justement à Jérôme, notre ambassadeur qui fédère d'autres ambassadeurs du mouvement Up à Lyon, une équipe d'une dizaine de personnes. D'ailleurs, si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Mais voilà, on ne ferait pas autant de choses ici s'il n'y avait pas Jérôme et vous tous. Donc un grand merci Jérôme et un grand merci à ton équipe. Merci. On peut les applaudir d'ailleurs parce que voilà, c'est grâce à eux aussi. Merci Nicolas. Bon, premièrement, je prends la parole parce que je suis le plus âgé de l'équipe, mais nous travaillons en sociocratie au sein de l'équipe, donc il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'inspirateur, donc il y a 10 personnes, 11 personnes exactement, qui travaillent au sein de l'équipe Up Lyon pour excusez-moi. Celui-là, il marche, oui. Donc, nous voulions, la totalité de l'équipe, remercier surtout l'Université de Lyon qui nous accueille ce soir et avec qui nous développons plusieurs projets en ce moment. Donc, nous sommes convaincus qu'un dialogue entre chercheurs et praticiens de terrain est absolument nécessaire et très fécond. Donc, merci à l'Université de Lyon et à Samuel qui est quelque part... De nous accueillir et de nous porter sur un certain nombre de projets. Également, merci à Acteurs de l'économie, la Tribune, qui relaie toujours nos événements. Donc, je crois qu'on partage un certain nombre de valeurs. Donc, nous sommes contents qu'ils amplifient ce qu'on essaie de faire. Et ce soir, nous avons souhaité aussi associer le Forum pour l'investissement responsable sur ce sujet qui est un petit peu technique, qui quelquefois suscite des débats et des polémiques. Donc il nous a semblé nécessaire de recadrer un peu le sujet. Et Grégoire va nous dire quelques mots et nous donner quelques explications sur ce qu'est l'investissement responsable avant que l'on lance le débat. Donc j'espère que vous apprécierez ce débat et qu'il nous convaincra tous qu'en tant que consommateurs de produits bancaires et épargnants, nous sommes aussi responsables. Donc je vais passer la parole à Grégoire. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous voir aussi nombreux sur une thématique qui me tient à cœur, qui est celle de l'investissement responsable, vous vous en doutez. Je vais peut-être vous donner quelques éléments de cadrage qui auront beaucoup d'autres éclairages qui pourront être donnés aussi tout à l'heure lors de la table ronde. Et peut-être vous expliquer d'abord d'où je parle. En fait, le Forum pour l'investissement responsable, c'est une association loi 1901 qui regroupe tous les acteurs français de la finance responsable. C'est des acteurs assez variés, en fait, des investisseurs institutionnels. Vous en connaissez quelques-uns qui sont grands et prestigieux, comme la Caisse des dépôts ou différentes caisses de retraite de la fonction publique et autres. Il y a également des gestionnaires d'actifs, des gens qui gèrent l'argent pour ces investisseurs institutionnels. Beaucoup de consultants, d'agences de notation extra-financières qui, eux, produisent de la data, en fait, un certain nombre d'éléments pour construire des fonds d'investissement responsables. On a également la société civile avec des ONG, des syndicats, et puis quelques personnalités qualifiées qui sont pour bonne part des chercheurs, mais également des avocats ou des journalistes. Alors, quand on parle d'investissement responsable, aujourd'hui on parle de choses de plus en plus variées. Le Forum pour l'investissement responsable, c'est les acteurs de l'ISR, c'est-à-dire, en termes de définition assez classique, la prise en compte, en plus des critères financiers usuels dans les décisions d'investissement, de critères qui sont liés à l'environnement, au social et à la gouvernance. Donc c'est une partie de la finance responsable qui aujourd'hui est en mode de mutation et en mode de convergence avec d'autres acteurs de la finance responsable. Vous en connaissez peut-être comme ceux de la finance solidaire, qui ont une approche un petit peu différente, même si pour une bonne partie, ils adoptent également des méthodologies responsables, donc avec des filtres également ESG. On trouve également, et vous aurez une bonne illustration, je pense, ce soir, l'impact investing,
qui est lié souvent au private equity, donc un investissement en direct, sans passer par la finance de marché, qui est plutôt effectivement l'activité des membres du Forum pour l'investissement responsable. Et enfin, on a vu émerger aussi ces dernières années le crowdfunding ou la finance participative, et qui elle aussi peut avoir des ressorts responsables quand elle vise effectivement un objet social et sociétal, comme c'est le cas de plus en plus souvent. Qu'est-ce qui nous réunit de plus en plus aussi aujourd'hui, ces différentes formes d'investissement responsable? C'est la notion d'impact. Pendant longtemps, l'investissement socialement responsable, c'était beaucoup la gestion du risque réputationnel. Vous avez des grands acteurs de la finance qui se disent « moi, je ne veux pas être pris la main dans le pot de confiture, d'être pris dans un scandale, donc je vais vérifier en particulier que mes investissements gère ce risque réputationnel, ce risque environnemental, ce risque social et valide la gouvernance dans les investissements. » Pour faire ça également, on appliquait des filtres type controverse pour étudier toutes les entreprises, même si elles étaient dans les portefeuilles, qui pouvaient être sujettes demain à un scandale d'une nature, qu'elle soit environnementale, sociale ou autre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a dépassé cette frontière. On considère qu'il y a une sorte de mainstreamisation qui s'est faite, c'est le vocabulaire qu'on utilise dans la profession, c'est-à-dire que globalement, tous les acteurs sont en train de prendre ces sujets environnementaux, sociaux et de les intégrer dans leurs décisions d'investissement. Mais pour une gestion du risque. Aujourd'hui, la nouvelle frontière, finalement, c'est l'impact. La question, c'est de savoir, quand on investit, quel impact on vise. Alors pour l'impact investing, c'est intrinsèque. L'impact investing, c'est de dire je vais investir dans des sociétés qui proposent des solutions. Donc là, on a un impact relativement direct. En ce qui concerne l'investissement socialement responsable, là où c'est un petit peu plus difficile, c'est que vous êtes sur des sociétés cotées, des sociétés qui sont sur les marchés. Et donc de dire quel est l'impact que vous avez sur une grande entreprise cotée, sur sa politique environnementale, sa politique sociale ou sa bonne gouvernance, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus technique. Il existe en la matière des labels sur le marché français, et notamment dans ce contexte-là, on travaille énormément à cette mise en œuvre de l'impact pour les fonds cotés, dans les sociétés cotées. Il y a une chose également extrêmement puissante qui permet de réaliser ça aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà parcouru, vu, vous les connaissez peut-être déjà bien, sont les objectifs du développement durable, les ODD. La feuille de route que la communauté internationale s'est donnée finalement pour régler les grands problèmes de société au niveau international pour les années qui viennent. Ce qui est très intéressant avec les ODD pour l'investisseur responsable, c'est comme pour le climat, on a la possibilité d'avoir un objectif. Et donc à partir de cet objectif, de mesurer son impact. Sur le climat, l'objectif c'est de rester sous les 2 degrés. Pour les objectifs du développement durable, c'est d'atteindre ces objectifs, donc d'éradiquer un certain nombre de grands problèmes planétaires que sont la pauvreté et de pousser, d'inciter à effectivement une meilleure gestion du climat, une meilleure gestion des océans, à valider également qu'il y ait une vraie parité dans la société et en particulier que le rôle des femmes puisse être rehaussé au niveau mondial. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'à partir de ces objectifs-là, on est capable et on est en train de mettre en place des méthodologies qui permettent d'avoir de l'impact et de viser cet impact au travers de fonds d'investissement dans des sociétés cotées, des grandes sociétés que vous connaissez. Donc ça, c'est une des premières frontières, une des frontières extrêmement importantes de l'investissement responsable aujourd'hui. Il y en a une autre, et l'autre, c'est le grand public. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les investisseurs institutionnels ont commencé à s'approprier ces questions environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement. En revanche, le grand public, il n'est pas au courant qu'il peut agir au travers de son épargne. Aujourd'hui, le grand public, il est responsable, il achète bio, il recycle, il achète local, il a une vraie responsabilité et il l'a bien saisi. En revanche, en matière d'investissement, il n'est pas encore au courant qu'il a ses offres, ses possibilités. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont décidé de mettre en œuvre 2 labels qui sont des propriétés de l'État. Il y en a un qui dépend du ministère des Finances, qui est le label ISR, et il y a un label plus pointu encore, beaucoup plus impactant, qui est un label climat, et qui lui est porté par le ministère des Transitions aujourd'hui. Voilà, c'est un petit panorama des tendances actuelles qui sont en train de se faire, donc beaucoup plus d'impact, avec l'idée de toucher de plus en plus le grand public aussi. C'est une question qui est extrêmement importante aujourd'hui pour changer de paradigme dans le domaine, et c'est un phénomène qui est assez puissant en France, avec des textes législatifs, mais qui se traduit aussi au niveau international, puisqu'il y a en ce moment un groupe d'experts au niveau de la Commission européenne qui réfléchit à de nouvelles mesures pour encadrer la finance,
Et donc là, on va avoir un rapport qui est normalement publié demain à la mi-journée dans ce domaine, et la Commission donnera des arbitrages au mois de mars. Et puis il y a aussi des initiatives internationales sur le reporting, à la fois sur le climat, pour que tous les investisseurs soient amenés à dire comment est-ce qu'ils prennent en compte la question climatique en termes de risques et en termes d'opportunités. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est en train de se développer aujourd'hui, sachant, et je tiens à le dire avant de passer la parole au panel, que la France doit être extrêmement fière de ce qui est fait dans ce domaine-là, puisqu'on est vraiment des leaders, à la fois au niveau européen et au niveau mondial, à la fois en termes de réglementation, d'encadrement et de label. Merci. Merci Grégoire. Donc, bonsoir à tout le monde. Alors, place aux financiers responsables. C'est le thème dont on souhaite parler aujourd'hui. On va en parler en deux temps. Dans un premier temps, on va avoir un échange ici de panel, et ensuite il va y avoir un temps de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions. Et pendant tout le débat, bien sûr, vous avez sur le hashtag UpConf la possibilité de poser vos questions ou d'échanger sur Twitter. Alors, je vais commencer par quelques mots sur moi. Donc, Marco Heimann, c'est mon nom. Je suis donc expatrié allemand, donc je m'excuse d'avance pour mes fautes de français. Je vis à Lyon depuis 3 ans et je suis maître de conférence à l'IAE de Lyon. Depuis 3 ans, donc du coup, et j'ai beaucoup travaillé sur la finance socialement responsable, et j'ai écrit une thèse, d'ailleurs soutenue par le FIR, donc je vous remercie pour ça, sur les valeurs financières et les valeurs morales et l'interaction et les échanges qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, quand il y a quelques mois, Jérôme Pievin et Tania sont venus me parler de la possibilité d'organiser un échange sur cette thématique-là, ben, j'étais flamme, j'ai dit oui. Parlons-en. En ayant précisé que moi, j'aurais une posture de chercheur. Donc, je suis chercheur, maître de conférence, j'enseigne aussi. Mais l'objectif, encore plus, ouais. Mais c'est difficile avec les cartes, en fait. Donc, alors, pour moi, en tant que chercheur, la finance, c'est un objet d'étude. Et la finance, c'est avant tout, en fait, l'organisation de l'échange entre ceux qui ont du capital, en général les ménages, et ceux qui en ont besoin. Et c'est au départ, c'est juste l'étude de ce mécanisme-là. Et en fait, le fait qu'il y ait un échange, c'est ni bien ni mal. Donc, qu'est-ce que c'est que la finance responsable? Et qui sont les financiers responsables? En même temps qu'il y a cet objet d'étude, on observe sur les marchés un court-termisme de plus en plus rapproché. On observe d'effets de multiplication de comportements à risque, notamment avec les high frequency trading. On a entendu ce week-end en Allemagne que le secteur automobilier allemand ne s'est pas arrêté sur l'histoire avec les émissions de CO2, mais en plus ils ont fait des tests sur des humains et des singes pour optimiser leurs émissions de CO2. Donc on a de plus en plus de scandales dans les entreprises, on veut faire quelque chose. Et la question c'est est-ce qu'on peut réconcilier économie et développement durable et la logique de marché de long terme, et est-ce que la finance peut être une solution pour ces problèmes-là? Et la solution, elle est en train de se mettre en place. Et on a des acteurs de cette solution-là qui sont là aujourd'hui. Donc je souhaite la bienvenue à nos 3 intervenants. J'ai commencé de gauche à droite. Alors il y a Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif, qui est spécialiste reconnu des questions économiques, qui a travaillé à la direction des assurances du ministère des Finances, de l'économie et des finances et du budget. Qui est élu en 2015 à la présidence du COP et qui donc représente le mouvement coopératif français et européen. Et quand je me suis intéressé un petit peu
à votre vita, j'ai ressenti en fait qu'il y a des valeurs qui en ressortent. Vous avez des valeurs qui ressortent par exemple dans la lutte pour la transparence. Dans le secteur bancaire, il y a des valeurs qui ressortent quand vous engagez contre les paradis fiscaux. Et donc ça aussi fait partie du personnage. Juste à votre côté, il y a donc Hayat Bouaira, qui est délégué général de la Fondation Entrepreneurs de la Cité, qui aussi donc, est très engagé, mais sur un autre pan de la finance, donc dans la micro-assurance, et dont le CV transpire aussi des valeurs fortes. Alors, j'ai appris que vous êtes engagé pour la vaccination, pour le développement des vaccinations dans les pays en voie de développement. Pour la recherche biologique sur l'environnemental et dans le milieu côtier. Donc aussi des valeurs très fortes. Et ensuite, troisième personne à mes côtés, c'est donc Andreas Gall. J'ai appris qu'on a des ancêtres communs, qui est donc directeur général délégué de Xange, du groupe Ciparex, et donc qui est un acteur d'investissement à proprement parler, donc qui est entré dans le groupe Ciparex en 2004 déjà, qui a eu plusieurs fonctions, qui a été pendant 8 ans déjà de CGFI, Ventures Gestion, si je ne me trompe pas, et qui a aussi des valeurs fortes, en particulier en ce qui concerne l'innovation et la recherche de vecteurs créatifs dans la société. Donc c'est avec vous trois que je souhaite parler aujourd'hui des financiers responsables. Je vais commencer avec une question peut-être très, très naïve. Pour vous, à titre personnel, c'est quoi un financier et la finance responsable? Peut-être commencer, ladies first, avec Hayat. C'est une bonne question. Alors pour moi, un financier responsable, c'est celui qui remet l'humain au centre de la finance. C'est-à-dire c'est une finance qui va se poser la question de mon action en tant que financier, dans quelle mesure elle va contribuer au développement économique de mon territoire, dans quelle mesure elle va contribuer à un certain intérêt général. Alors bien sûr, les financiers, le secteur financier est là aussi pour faire des bénéfices et du profit et rendre des dividendes, mais je crois que le plus important, c'est quel est aujourd'hui, pour un financier responsable, quel est son impact, au-delà de son impact économique, quel est son impact social et la place qu'il met de l'humain. Peut-être pour compléter, moi je dirais, c'est pour moi un financier responsable, c'est quelqu'un qui nous aide chacun d'entre nous dans notre fonction de déposant, d'épargnant, à dépasser notre schizophrénie personnelle. Je vous explique. En fait, nous vivons tous une schizophrénie personnelle parce que nous avons du mal à comprendre que l'argent n'est qu'un outil et qu'il faut que nous restions le maître de cet outil. C'est un marteau qui a vite fait de nous taper sur la tête, soit parce qu'on en attend trop en termes de rentabilité, de rendement, soit parce qu'on en attend trop même en termes d'impact. L'argent, c'est un outil, la monnaie, c'est un outil absolument merveilleux créé par l'esprit humain qui est quasi insondable, je veux dire, dans sa capacité d'action. Mais au fond, et c'est pour ça que ces conférences comme ce soir sont indispensables, c'est d'abord un travail d'éducation, de sensibilisation. Il faut arrêter de traiter l'argent comme un veau d'or dont on confierait le maniement à des grands chefs, soit parce qu'ils auraient eu la chance, ça je n'y crois pas du tout, d'être nés avec un gène qui fait qu'on est fait pour être banquier ou financier. Il suffit de bosser dans la vie et on peut y arriver. Soit encore pire, c'est parce qu'ils ont eu la chance de naître au bon endroit au bon moment et de passer des concours et des épreuves. Ça peut être utile, mais je pense que tout ce travail, c'est de vous dire, vous pouvez vous être maître de vos choix. Mais il faut que vous dépassiez aussi vos propres contradictions. Moi, j'aime souvent à faire ce test. Quand on essaye, comme on le fait dans mon conseil d'administration, c'est toujours assez fantastique de voir la schizophrénie collective.
mes administrateurs qui représentent les sociétaires de la banque, etc., quand on parle des taux de rémunération des dépôts, nous sommes des salopards, bien sûr, parce que nous ne payons pas assez. Mais bien sûr, quand nous sommes des prêteurs, nous sommes aussi des salopards parce que nous prêtons trop cher. Le métier de banquier, en tout cas, il est tout simple, c'est de vivre de la différence entre le prix auquel on achète l'argent, okay, le prix des dépôts, la rémunération des dépôts, et puis le prix auquel on prête l'argent. Alors, si le taux il est dans le mauvais sens, un jour la boîte elle crève. Bon, donc la problématique, c'est de dire, écoutez, il faut trouver un point d'équilibre. Mais après, c'est les mêmes qui m'expliquent, ouais, nous on veut le livret A, c'est lamentable, 0,75, c'est nul, ça paye pas assez. Il faut faire du responsable, mais il faut pas prendre de risques. Alors là, première grande difficulté, en tout cas pour les académiques, et il faut que ça fasse du bien. Donc, il faut arriver, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, à décomposer. Et après, il faut choisir. Et on est mis chacun face à ses choix. Et on va voir qu'après, il faut mettre des hiérarchies entre, voilà, qu'est-ce que je veux. Après, il y a des choix qui sont contradictoires entre eux, et il faut les assumer soi-même. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais peut-être m'en sortir par une pirouette. Je vais vous raconter une anecdote. Dans mon métier, qui est de l'investissement non coté en innovation, on lève des fonds et ensuite on les investit. Et on les investit pour rechercher une performance financière, il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans le domaine de l'innovation, j'ai fait le choix, il y a déjà quelques années, d'aller vers ce qu'on appelle l'impact investing. Et j'ai commencé des collectes de fonds dans cet environnement-là il y a quelques années, en expliquant que j'étais un investisseur responsable. Et l'investisseur que j'avais en face de moi, que j'essayais de convaincre d'investir chez moi, m'a dit « c'est gentil, mais moi je crois que je suis responsable aussi ». Et donc là, j'ai compris qu'il y avait un sujet de débat. Finalement, chacun, à sa façon, essaye d'être responsable dans son métier et la personne en question essayait de l'être également. On verra que quand on va parler d'impact investing tout à l'heure, on va rebondir autour de sujets de mesure de l'impact et choses comme ça, qui sont des choses très tangibles et qui permettent d'essayer de qualifier un peu ce qu'on veut faire et d'essayer de l'expliquer, parce que finalement, l'explication, c'est déjà beaucoup. Juste quand vous dites investissement non coté, vous pouvez en dire un peu plus Alors, investissement non coté, c'est le capital investissement, le groupe Ciparex, en quelques mots, hein, uniquement de l'investissement non coté en fonds propres dans les entreprises. Donc, on prend des participations au capital de ces entreprises pour une période a priori de 4 à 5 ans. Parfois, ça dure un peu plus, parfois un peu moins. Ça dépend de la rapidité de mise en œuvre et du succès de l'investissement. Les métiers du groupe Ciparex, mais de façon très très rapide, 1,8 milliard sous gestion, 800 millions en capital développement, c'est-à-dire TPE, PME, ETI, proximité 400 millions, TPE, PME, et puis une partie innovation où là on va chercher des projets très technologiques avec des entreprises qui bien souvent ne sont pas rentables et donc sur lesquelles on va vraiment financer le projet de développement. Peut-être qu'il pourrait être utile si chacun précise son métier. Donc, peut-être la micro-assurance, c'est quoi alors ? Eh bien, alors là, on est dans un autre domaine. Alors, effectivement, alors, la microfinance, qu'est-ce que c'est ? Donc, la microfinance, c'est une finance qui s'adresse à un public qui est justement exclu des systèmes financiers habituels. Donc, comme beaucoup d'entre vous certainement le connaissent, c'est Younous, le prix Nobel de la paix, qui a initié en fait le microcrédit au Bangladesh. Et donc, l'idée est venue de Younous en regardant effectivement la population en bas de son université qui empruntait de l'argent à des usuriers à des taux de 50 ou 100%. Et donc il s'est dit on va mettre en place un microcrédit, donc des prêts à un taux beaucoup plus bas que celui des usuriers. On va mettre un nouveau mode de distribution au sein des villages de tous ces prêts, et donc on va essayer de construire une autre finance pour ce public qui n'a pas accès au système financier. Et donc Younous, quand il a développé le microcrédit, il s'est rendu compte
compte au bout de 10 ans que toutes les personnes qui avaient accès à ces prêts, parfois elles arrêtaient leur activité parce que justement elles avaient eu un problème de santé ou une catastrophe naturelle qui faisait que leur petit commerce mettait la clé sous la porte parce qu'il n'y avait pas de système justement d'assurance. Et donc du coup Younous a créé la micro-assurance. Et donc la Fondation Entrepreneurs de la Cité, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée par la Caisse des dépôts et 6 groupes d'assurance. Et l'idée en fait ça a été d'implanter en France le concept de Younous pour une population en France qui justement n'a pas non plus accès au système financier, que ce soit banque ou assurance. Oui, alors je vais indiquer ce que nous faisons, nous, au Crédit Coopératif. Je pense qu'il faut rappeler qu'on est d'abord dans un pays qui a une chance fantastique, qui a un environnement juridique, organisationnel, qui fait qu'on a beaucoup de choix. Tout ce qui est la finance responsable vient s'ajouter à un environnement très protecteur des consommateurs. J'ai été directeur de cabinet de Véronique Nayert quand elle était ministre de la Consommation et j'ai fait la loi sur le surendettement. Donc en France, on est dans un pays où il y a, en Europe d'ailleurs, dans un dispositif très protecteur avec des droits pour les consommateurs et des obligations pour les financiers. Il faudrait préciser ici, même si ce n'est pas le thème qu'on va aborder, là vous voyez ceux qui font métier d'être financiers. Il y a aussi tout un pan d'activité qu'on ne développera pas ce soir, de la finance responsable, de la finance solidaire en direct. C'est des exemples qu'on appelle les clubs de cigales. C'est vous, par vous-même, vous décidez de choisir à petite échelle un projet que vous financez. Donc là, c'est un pan organisé, structuré. Donc il faut que vous compreniez que les gens que vous voyez là, ils sont contrôlés, supervisés avec des agréments, etc. Même les micro-assureurs, ce sont des assureurs qui sont soumis à une réglementation. Et en fait, aujourd'hui, on est dans la situation d'un pays développé, il faut le dire, qui offre de plus en plus de variétés de choix. Et en fait, le but de conférences comme celle-ci, c'est de vous faire découvrir la diversité des offres à travers vos propres contraintes et objectifs. Parce que vous avez de l'épargne à court terme, de l'épargne à long terme, vous avez beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, et en fait, vous êtes dans un pays où vous avez du choix. C'est ça qui est un point important. Alors, nous, Crédit Coopératif, on est un banquier. Alors, un banquier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait circuler l'argent. Tout à l'heure, j'ai expliqué, on vit, en termes économiques, de la différence entre le prix de la ressource, les dépôts, et le prix auquel on prête l'argent. Alors, on fait plus que ça. Et donc, nous sommes très engagés dans le champ de la finance responsable, mais dans un champ plus poussé. C'est-à-dire que, oui, on est plus loin parce qu'on a été les pionniers de la finance solidaire. Nous avons été les fondateurs de Finansol, qui est une association qui délivre un label pour la finance solidaire. Et aujourd'hui, nous avons même fait le choix de nous présenter comme de la finance engagée. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de dire que nous avons une certaine vision du monde et nous proposons des produits que nous considérons comme engagés et donc qui consistent à dire vous pouvez faire ceci ou cela. Alors, l'exemple typique, c'est par exemple ce que nous avons vécu. Je vais raconter cette anecdote. Lorsque les Amis de la Terre ont publié il y a maintenant 10 ans le premier indicateur sur est-ce que les banquiers contribuent à polluer. Et donc, ils avaient fait un classement des banques. Et au royaume des aveugles, les borgnes étaient rois. La Nef, qui est une structure financière basée ici à Vaux-en-Velin, associée au Crédit Coopératif et le Crédit Coopératif, nous étions les mieux placés. Mais enfin, honnêtement, c'était pas top. Je me rappelle, j'avais reçu les gens de chez, qui avaient fait les classements. Et au début, j'ai dû leur expliquer que moi, mon premier métier, c'est d'être banquier. C'est-à-dire que de faire en sorte que de prêter de l'argent qui n'est pas mon argent, qui est l'argent de mes déposants, à des gens qui vont déjà me le rendre. Parce que, certes, si en plus ça fait du bien, c'est en mieux, mais si à la base ça ne rend pas, ça va être un autre souci tout de même. Donc c'est un point important. Donc vous voyez bien, c'est une couche supplémentaire. Et donc aujourd'hui, nous l'avons inscrit dans notre système, dans les critères d'octroi de crédit, etc. Alors vous me direz, jamais personne n'était venu me proposer de financer une centrale nucléaire, mais je n'ai eu aucun mal à dire, nous ne financerons pas ce genre d'activité, pas plus que les centrales à charbon.
Et c'est comme ça d'ailleurs que nous sommes engagés il y a une douzaine d'années dans le secteur des énergies. On fait 100% des crédits que nous faisons dans l'énergie, c'est énergie renouvelable. Mais par ailleurs, il y a parfois aussi un risque de confusion. Pour raconter une autre anecdote, je suis allé il y a 3-4 ans en Israël pour essayer de développer, et je rencontrais une dame qui était patronne des finances d'une compagnie d'assurance, et je lui expliquais tout ce qu'on faisait, etc. Au bout de 10 minutes, elle m'arrête, elle me dit mais arrêtez, je croyais avoir rendez-vous avec un banquier, j'ai rendez-vous avec un philosophe. Alors je lui dis écoutez, c'est pas une injure à mes yeux, mais tout de même. Et elle me dit mais non, mais attendez, moi j'en ai rien à foutre de vos histoires que ça fait du bien, etc. Est-ce que vos produits, ça crache plus financièrement que les autres? Alors je dis madame, là, les bras m'en tombent parce que vous me demandez la preuve impossible. Qu'est-ce que je peux vous démontrer? C'est que éventuellement des produits responsables sont pas plus dangereux, mais quant à vous prouver que ça rapporte plus, mystère et boule de gomme. Et donc, là aussi, il y a un vide à vider. On peut vous dire ça a des effets autres que financiers, mais vous prouvez que de surcroît, ça fait et du bien et ça fait plus de rentabilité financière. Je demande à voir. Et ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Quand vous prétend que ça fera le paradis sur Terre et le paradis dans le ciel, je demande à voir. Merci. J'entends beaucoup de valeurs, d'engagement. Alors, comment est-ce que ça s'articule concrètement pour une banque? Vous avez une charte dans laquelle vous dites Oui. j'exclus l'investissement dans l'armement, j'exclus l'investissement dans le nucléaire, j'exclus... C'est uniquement... Point important. Le financement. La ligne de conduite du crédit coopératif. Comment vous faites concrètement et en tant que client, quelles questions est-ce que je peux vous poser pour vous coincer en fait Première question, c'est attendez. Le point, c'est comment tu n'es pas simplement un grandisseur et est-ce que tu es un faiseur? C'est ça la question de fond. Après, on va voir comment ça s'est traduit nous par la traçabilité. La question de fond, c'est la ligne qui est la nôtre, c'est nous ne choisissons pas à la place de nos clients. Nous avons une gamme de produits classiques et nous offrons aussi, à d'autres conditions, des produits solidaires ou des produits engagés. Mais c'est le client qui choisit. Parce que chacun peut avoir aussi ses choix. Moi, je ne suis pas là pour choisir ce que je pense. Oui, les valeurs morales sont relatives à la personne. Oui, par exemple, quand je dis la solidarité choisie, aujourd'hui, on a un certain nombre de produits dans la gamme qu'on appelle Agir, qui permet de bénéficier dans un certain nombre de conditions de dons ou de financement à des associations. Il y a 53 associations dans des secteurs très différents. Et c'est un peu comme la publicité de la Fondation de France. C'est pas le Zambèze ou la Corrèze. Ça peut être j'ai les moyens de faire et le Zambèze et la Corrèze. Je peux vouloir aider les personnes handicapées et vouloir aider la forêt amazonienne. Et donc c'est ça qui est un point important. C'est que la grande difficulté, on va creuser sur mesure d'impact, etc., c'est qu'il peut y avoir soit des calculs de moyenne, etc., soit je peux avoir ma hiérarchie personnelle. C'est la problématique dans le don. Et donc, nous, la philosophie qui est la nôtre, c'est de dire on donne du choix aux gens. Parce que moi, mes choix personnels, je n'ai pas, en tant qu'individu, c'est pas parce que je suis le président de la banque que je dois imposer mes visions du monde. En revanche, il y a des substrats de base qui sont applicables à tous. Donc quand je dis on ne fait pas dans les énergies carbonées, ça c'est un choix global. C'est-à-dire qu'on ne vous proposera jamais de produits de ce type-là. Quand on dit zéro paradis fiscaux, c'est comme ça. Hein. Alors après, ça renvoie à d'autres débats. Par exemple, moi je l'assume, mais il faut avoir des débats publics. On a une filiale qui gère des fonds européens et qui est basée à Bruxelles. Et périodiquement, nos amis d'Oxfam nous tombent sur le point. On dit Bruxelles, c'est un paradis fiscal, c'est abominable. Bon, je dis écoutez, c'est une filiale, on est transparent, etc. Mais après, chacun a sa définition de ce que c'est qu'un paradis fiscal. Parce qu'aujourd'hui, comme on a des listes publiques de paradis fiscaux qui sont des caches-misères, enfin, je veux dire, vous avez vu, l'Europe a tenté de sortir une liste. Ils ont déjà à peine publié la liste, qu'ils en ont ressorti déjà la moitié. Bon, donc après, oui, il y a aussi des puristes sur cette terre. Et à la fin, parfois, les puristes, ils empêchent de faire toute action. Donc, ils se posent tellement de contraintes qu'on ne peut jamais l'investir. Donc, il faut aussi que chacun assume un certain nombre de choix. Donc, nous, c'est notre ligne. C'est chacun doit trouver une certaine liberté de choix dans nos offres. Voilà.
Donc il y a un lien direct entre mes dépôts et les prêts oui. que la banque Alors, fait. c'est ça qui est Parce important. que C'est comment j'essaye de sortir de la dialectique qui est de dire, mais est-ce que tu me racontes pas des bobards, hein? Aujourd'hui, c'est quoi les attaques qu'on entend vis-à-vis de certaines banques? Qui dire, ouais, ils nous font des plaquettes, c'est le greenwashing, hein? Ils nous font des superbes plaquettes en papier glacé, machin. Mais c'est un océan de un îlot de RSE dans un océan de... Bon, donc qu'est-ce qu'on a à répondre? Donc nous, on a essayé de répondre de cette façon. Mais ça, je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut vraiment mettre en débat. Les gens ne sont pas toujours dupes, hein. Ils ont bien compris que pour un peu d'argent en faveur de telle fondation, etc., ça peut aussi camoufler d'autres choses. Mais après, il y a un risque, me semble-t-il, d'un extrémisme total qui va empêcher toute action de type investissement. Bon, enfin, ça, c'est d'autres débats qu'on pourra peut-être avoir. Et donc, pour illustrer un petit peu la micro-assurance, en comparaison avec une assurance classique, quels sont les points de différence Alors, il y en a pas mal. Oui, j'imagine. Alors, déjà, le premier, c'est le public. C'est-à-dire que c'est vrai que l'exclusion du secteur financier, elle peut venir de certains critères. Donc, le premier critère, bien sûr, c'est les personnes qui n'ont pas assez de moyens pour s'assurer. Donc, on va forcément vers un public qui va être on a des critères comme un chômeur de plus d'un an. C'est-à-dire qu'on part du principe que si vous avez été chômeur de plus d'un an et que vous créez votre entreprise, vous allez certainement avoir des difficultés financières pour pouvoir vous protéger. Il y a par exemple le handicap, c'est-à-dire que malheureusement le handicap est une exclusion pour beaucoup d'assureurs. Donc soit vous ne pouvez pas vous assurer quand vous êtes une personne handicapée, soit vous avez une tarification qui est 5 fois supérieure au marché. Donc ça déjà, on s'adresse à un public, c'est-à-dire la microassurance en France, il ne faut pas effectivement qu'elle vienne aider des gens qui peuvent aller vers le marché, parce que ça ne sert à rien. Et fait qu'on a besoin d'assureurs en France, mais c'est important d'aller vers un public qui justement ne va pas passer la porte de la banque, ne va pas passer la porte d'un assureur. Ensuite, on a fait des produits, on a construit des produits avec les assureurs qui n'existent pas sur le marché et qui sont très spécifiques. Donc effectivement, un assureur, quand il crée un marché, alors comme le disait Jean-Louis Bancel, l'assurance, c'est comme la banque, le métier, il est très très simple, hein. Donc c'est... vous avez peur que votre maison brûle, vous avez peur d'avoir un accident de voiture et de ne pas pouvoir travailler pendant 2 ans. Et au lieu de mettre de l'argent de côté, en fait, vous allez donner une prime d'assurance à un assureur qui, lui, va la mettre de côté, va la mutualiser avec toutes les autres primes d'assurance de tous les autres clients. Et puis, en cas de sinistre, du coup, l'assureur va vous rembourser. Et donc, quand les assureurs calculent donc ce risque, ils vont du coup en sortir un tarif pour un produit. Alors nous, quand on a travaillé avec eux, on leur a dit allez, soyez un petit peu plus un peu plus courageux. On va partir de la capacité financière du micro-entrepreneur, et puis du coup on va mettre un tarif. C'est le tarif que eux peuvent payer, et puis on va regarder tous les ans est-ce que ils sont vraiment plus risqués que les autres, est-ce qu'il y a beaucoup de sinistres, et est-ce qu'avec cette toute petite prime de 8 € par mois, est-ce que du coup on n'arrivera pas à les assurer. Et donc ça c'est le produit. Et après, la grosse différence aussi avec le marché, c'est le mode de distribution. Un assureur, quand il fait un produit d'assurance, il va le vendre au travers de ses partenaires bancaires, au travers de ses boutiques, sur Internet, etc. Et nous, en microfinance, là, on s'est complètement inspiré de ce que fait Younous. En fait, on travaille avec des associations, donc des associations qui sont présentes sur tout le territoire français, qui aident des chômeurs à créer leur entreprise. Et donc, ces associations, elles vont aider le chômeur à créer son business plan, à faire son étude de marché, etc. Elles vont vraiment l'accompagner. Et du coup, quand ces associations, elles détectent une personne qui va zapper l'assurance parce qu'elle n'aura pas assez de moyens financiers, ou qu'elle va avoir un problème d'accès à l'assurance, du coup, ils l'envoient chez Entrepreneurs de la Cité. Donc ça fait que c'est vrai que c'est une finance qui a un mode de
de fonctionnement très, très différents et qui ne pourraient pas exister, ça il faut effectivement la mettre, seulement avec la prime d'assurance, c'est-à-dire la fondation a du mécénat privé et donc il y a certains coûts de l'assurance que la fondation prend en charge pour que ce tarif soit accessible aux personnes les plus défavorisées. Merci. Du coup, même question à Andreas Gall. Si donc j'investis dans votre fonds, en quoi les décisions que vous prenez sont différentes des décisions que peut prendre un autre fonds? Alors, je vais faire un peu d'histoire de la création de ce fonds. Notre métier du non-coté, vous l'avez compris, et notamment dans l'innovation, ça gagne de l'argent et c'est obligatoire, c'est la performance que nous recherchons. C'est sur des ruptures technologiques ou sur des ruptures de modèles. Alors pourquoi on est allé dans l'impact investing et pourquoi on a fait ce choix-là et comment on y est allé, je pense que c'est ça qui est important à comprendre. Alors je vais répondre tout de suite à la question du greenwashing. La réalité, c'est qu'on a de la performance dans nos fonds et que du coup on peut se faire ce qu'on a envie de faire. C'est un premier point et c'est un point important. On prendra quelques exemples tout à l'heure, mais on a de la performance et ça permet d'aller là où on a envie d'aller, ce qui est un avantage. La deuxième chose, c'est qu'on vit depuis déjà quelques années, à mon avis, des ruptures fondamentales. Il y en a une qui est connue, c'est la rupture des modèles anciens qui sont très énergivores, très carbonés, très etc. etc. J'ai démarré ma carrière au commissariat à l'énergie atomique, au groupe industriel. On voit bien que le nucléaire a permis à la France de rester dans la course, mais on voit bien que ce n'est pas une option durable. On voit bien également, quand on est dans l'innovation, les ruptures profondes liées à la transformation digitale. Ruptures profondes qui vont laisser sur le bas-côté tous les gens qui n'arriveront pas à être connectés ou hyper connectés parce que c'est la mode en ce moment et le travail est en train d'évoluer autour de ces valeurs-là. Puis le troisième sujet, on voit la rupture en cours depuis quelques années avec l'arrivée d'entrepreneurs sociaux, des gens qui ont une vraie fibre sociale. On a parlé de solidaire. Il y a des entrepreneurs qui ont cette vocation chevillée au corps. Quand on a vu tout ça, nous, vu de notre fenêtre à nous, on a commencé il y a 8 ans à investir dans le domaine environnemental, puis étendu au digital dans le solidaire, pour se faire un peu une première conviction forte sur un sujet qui était fondamental pour nous. Est-ce qu'on peut faire en même temps de la performance financière et de l'impact ? On a, sur la base de ce laboratoire qui a duré à peu près 8 ans, fait 17 investissements. Je citerai quelques exemples, mais à partir de là, constater que, premièrement, on faisait de la performance, et de la belle performance, c'est-à-dire des performances tout à fait normales pour nos fonds. On est en gros sur des multiples de x2 sur les portefeuilles investis aujourd'hui à date, ce qui est quand même très intéressant. Et puis on a constaté aussi, et ça c'était important pour nous, que le suivi de ces entreprises était un suivi à peu près équivalent à ce qu'on faisait dans notre métier habituel de technologie, mais qu'on y rajoutait une dimension impact qui était très riche pour la relation avec l'entrepreneur. Donc ça nous a permis à partir de là de se dire, formalisons ça dans un fonds d'investissement qui est un fonds de capital investissement, vendu comme un fonds de capital investissement, et sur lequel on va investir dans des entreprises qui ont ces caractéristiques, c'est-à-dire tout à la fois la capacité de dégager ce que nous appelons le double bénéfice, impact et performance financière, et en même temps qui répond à des critères de mesure de l'impact, et on s'est doté de méthodes spécifiques de mesure de l'impact. Je voudrais juste, mais je vais pas détailler nos questions de mesure de l'impact, mais dire un peu où sont les débats autour de ce sujet-là quand on a regardé ces sujets de mesure de l'impact. D'abord, il y a un certain nombre de choses, ISR, etc., qui sont des choses génériques, mais qui, à mon sens, ne permettent pas de caractériser comme on le voudrait ce qu'on essaye de faire. Donc on est allé dans quelque chose d'un peu plus spécifique. Et le grand débat qu'on a avec les institutionnels qui veulent nous donner de l'argent, c'est faut-il faire des indicateurs génériques pour de l'impact investing ou faut-il à chaque entreprise avoir des indicateurs spécifiques ? Je vais donner un exemple parce que je pense que c'est à travers les exemples qu'on comprend mieux la problématique. On a fait comme investissement une société qui s'appelle Arcure. Arcure, ça fait quoi ? Ça fait des systèmes de protection des piétons autour des engins de chantier. Un engin de chantier, on a une visibilité très limitée.
Quand vous créez un accident avec, par exemple, une pelleteuse, vous mettez un coup de pelleteuse dans un trou et qu'il y a un piéton dont on ne voit que la tête dans ce trou et que l'opérateur ne l'a pas vu, en général, le piéton qui était dans le trou ressort assez mal en point. Et quand il ressort vivant, en général, il passe directement à la catégorie handicap. Donc c'est un problème très embêtant pour les entreprises. Alors, ils ne sont pas philanthropes. Hein. Les entreprises, en général, ça leur pose des problèmes d'arrêt de chantier et puis d'enquête et d'assureur. Donc, ils ont un vrai problème de ROI, quoi, hein. Alors, Arcure a mis au point un système de caméras stéréoscopiques, d'analyse de ces images, qui permet de prendre la main sur le véhicule pour l'arrêter quand on détecte un piéton autour de l'engin. Je détaille ce système pour montrer que là, il y a une rupture technologique. On est sur de la robotique à base d'intelligence artificielle et de bases de données de millions et de millions de cas vus. Donc là, rupture technologique forte. La technologie est issue pour partie du commissariat à l'énergie atomique, donc de puits de science français qui sont utilisés de façon habile dans ce genre d'utilisation. Quand on a mesuré l'impact, quand on est rentré dans la mesure de l'impact, on s'est aperçu que la statistique reconnue dans la profession, c'est qu'un engin de chantier sur 2 va créer un accident grave dans ses 6 à 10 ans de vie. C'est-à-dire qu'un engin de chantier sur 2 va, à un moment donné, profondément bouleverser la vie d'un ouvrier. Avec ce système qui, aujourd'hui, est installé sur 2000 machines, on est donc aujourd'hui capable d'éliminer 500 accidents sur la période. Et comme on est sur une généralisation de la technologie, quand on est rentré dans l'entreprise, l'entreprise faisait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. 3 ans après, elle en fait 4 ou 5. Et l'année prochaine, cette année 2018 qui démarre, elle vise un doublement de chiffre d'affaires et elle vise à être installée en première monte sur les engins de chantier. Donc à partir de cet exemple d'utilisation de l'argent non coté pour aller aider au déploiement de cette technologie, on est peut-être en train de sauver des milliers de vies d'ouvriers. Alors, je pense qu'on voit bien l'idée de l'impact investing dont Grégoire avait parlé au départ déjà. Maintenant, donc vous avez beaucoup dit impact, et je pense que vous avez déjà mentionné un petit peu cette idée d'administrer aussi la preuve qu'il y a un impact. Parce que c'est évidemment, on peut beaucoup parler d'impact, mais comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on quantifie, comment on administre la preuve à ceux qui ont au départ investi dans votre fonds ou qui ont des dépôts à votre banque, comme quoi c'est effectif. Qu'il n'y a pas que des paroles par rapport à ces valeurs-là. Sur ce terrain-là, si je peux illustrer, donc moi-même et le Crédit Coopératif, on s'est engagé depuis quelques années sur le point qui est connu en Grande-Bretagne et aux États-Unis sur les Social Impact Bonds. Alors, comment est venue cette aventure ? J'ai eu l'occasion d'être invité à Londres à l'époque où la Grande-Bretagne présidait le G7. C'était le Premier ministre Cameron qui avait ouvert cette conférence. Il y avait une très grande conférence organisée donc par les pays les plus puissants. Et le ministre de l'économie sociale de l'époque, Benoît Hamon, avait voulu y aller. Il m'avait dit « Est-ce que tu veux venir avec moi ?» etc. Je dis « Ok ». Et je vais vous raconter l'anecdote qui m'a tout de même laissé assez pantois. Je suis arrivé dans une salle où il y avait un discours avec le Premier ministre Cameron et il y avait que les grands banquiers, pour ne pas les nommer, Deutsche Bank, JP Morgan, tous ceux qui ont crevé la terre avec des subprimes, avaient découvert une nouvelle martingale, qui est les Social Impact Bonds. Et je me suis dit, oulala, mon gars, si tu n'essayes pas de montrer sur le dragon, ça va nous submerger. Et contrairement, plutôt que de dire il n'en faut pas, je me suis dit, attends, il faut s'approprier le sujet. Et donc, le Premier ministre britannique avait souhaité qu'il y ait un groupe de travail international, et la France devait être représentée. Et j'avais dit à Benoît Hamon, écoute, je lui ai dit, donc il y avait un représentant de la société civile et un fonctionnaire. Et donc, le représentant de la société civile que j'avais proposé qu'on désigne s'appelle Hugues Sibille, qui était le vice-président du Crédit Coopératif, en tant que délégué interministériel à l'économie sociale. Et je lui ai dit, Hugues, on va bosser ensemble, parce que on ne va pas faire comme d'habitude.
l'exception française, et puis un jour, pouf, ça nous tombe sur la tête. Bien sûr, nous, on est des purs, on n'est pas comme ces Américains qui se sont fait avoir avec les subprimes. Bon, moi, j'ai dit, on va scoltiner le sujet. Et donc, il y a eu toute une étude faite pour nous en France et faite globalement au niveau du G7. D'abord, qu'est-ce qu'on a permis de découvrir? C'est qu'à l'échelle internationale, la France était beaucoup plus en avance qu'on ne l'imaginait. La finance solidaire, en fait, c'est déjà une forme de finance à impact. Sauf qu'en France, pour des raisons historiques, on ne l'a pas appelé finance à impact. Et je peux vous dire que les amis japonais ou les amis anglo-saxons, ils ont découvert que nos fonds d'épargne salariale, avec nos systèmes, etc., c'était vraiment pas couillon, entre guillemets, ce mélange entre de l'investissement coté tradit, classique, RSE, et puis la poche de solidaire. Et puis, ça nous a permis aussi de découvrir que, par exemple, ce que les Anglais appellent du Social Impact Bond, c'est un truc totalement à l'anglaise. C'est le pays des bookmakers. C'est le pays des bookmakers, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que l'exemple typique qui a été cité dans le monde, ça a été de dire, voilà, c'était le taux de réinsertion des prisonniers. C'était, on disait, voilà, on va apporter de l'argent à une association pour mener des programmes de formation des gens qui doivent sortir de prison, et ils doivent atteindre un certain taux de réinsertion. S'ils atteignent le taux, on double la mise, ou enfin, ils touchent un bonus, l'association touche un bonus, et s'ils n'y arrivent pas, c'est perdu. Bon, enfin, les financiers touchent ou pas une prime. Nous, en France, on a dit on ne peut pas avoir des produits aussi spéculatifs. Ce n'est pas parce que c'est fait pour faire du bien que ça doit être in fine une forme de spéculation sur le bien ou le mal. Et donc, on a recommandé, préconisé. Et donc, il y a maintenant 1 an, des premiers exemples de contrats, on dit plus des bons, mais des contrats à impact social, ont été un peu expérimentés. Le premier a été souscrit au profit de l'ADI, qui mène des actions et qui est en cours d'expérimentation. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça suscite des débats moraux. C'est pas bien, c'est bien. Moi, je réponds, l'argent, il n'est pas bien ou mal. C'est qu'est-ce qu'on en fait et c'est quoi. Alors, derrière, il y a des débats, et c'est pour ça que moi, je suis très, très près ces questions-là. Il faut, bien sûr, avoir de la méthodologie. On a 2-3 difficultés. La première, c'est généralement l'extra-financier. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Donc, est-ce que c'est un indicateur général ou est-ce qu'au contraire, c'est un indicateur spécifique au secteur? Ces contrats existent? Il y en a quelques-uns, ça commence. Vous pouvez en donner un exemple? Donc, le contrat de l'ADI, qui est donc pour mener des actions dans les zones rurales, parce que c'est un point important, c'est donner une forme de capacité de créer sa propre activité dans les zones rurales, donc développement du microcrédit ADI en zone rurale, et il y a 2-3 projets en cours, et le nouveau gouvernement a dit qu'il voulait contribuer à aller voir se développer. Et c'est un contrat entre qui et qui? Entre une collectivité locale, parce que souvent, il faut quelqu'un qui sécurise le système financièrement, une association, il faut une structure, ça peut être un entrepreneur social ou une structure, et puis des financiers qui vont dire, voilà, moi je ne demande pas une grosse rentabilité, je ne sais pas, 2%, mais si ça réussit, j'ai un petit bonus qui va être apporté par la collectivité. Mais le but, s'il y a un certain seuil d'impact social. Voilà, de réussite. Et alors, donc, tout le débat, ça va être c'est quoi les indicateurs de la mesure d'impact? Alors, premièrement, est-ce qu'on peut arriver à avoir des indicateurs très généraux? À ce stade, je pense qu'on est encore trop dans un marché ou dans une phase trop de démarrage et qu'il faut accepter pour le moment d'être dans de la casuistique, enfin, je veux dire, au cas par cas. Deuxièmement, un sujet qui est très compliqué, à mon avis, c'est sur un certain nombre de domaines, en fait, c'est l'horizon de temps. Et souvent, l'investisseur, il ne veut pas s'engager sur 25 ans, alors que parfois, les effets à rechercher, ils sont à 25 ans. Par exemple, je prends un exemple, alors c'est plus dans les questions de développement. Si on veut vraiment faire de la finance à impact dans les questions d'éducation, c'est pas à 2 ans qu'on va mesurer les effets de l'éducation. Enfin, on peut dire oui, les gens sont allés à l'école, mais la question c'est est-ce que c'est bien d'aller à l'école? Ça se mesure dans la durée. Donc, c'est une. Vous ne ressentez pas le besoin de se fixer des objectifs fermes?
Bah oui, mais attendez, le problème, c'est que je ne vais pas embarquer un financier qui va me prêter pendant 25 ans. Donc, le problème, c'est ça la contradiction. Vous avez dit, s'il paraît que c'est quoi votre horizon, 5 ans, 7 ans? Bon. Sur un fonds, quand on fait souscrire un souscripteur à nos fonds, quel que soit le fonds, c'est 10 ans d'horizon de vie, donc c'est une période longue. Et la durée d'un investissement en portefeuille, c'est 5 ans. C'est juste ce que je peux démontrer, c'est que ça ne peut être qu'un additionnel par rapport à un produit financier habituel, à 5 ou 10 ans. Et si on veut vraiment avoir une finalité purement sociale, il ne faut pas passer par de la finance. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, quand on veut faire du social, il y a d'autres outils que de la pure finance au sens traditionnel. Si on veut travailler sur 20 ans, sur 25 ans, on pourra trouver... Alors, après, il y a d'autres sujets sur les infrastructures. C'est une autre problématique. Ce n'est pas une problématique d'impact, disons, social. Ou, voilà. Et puis, il y a un dernier point, moi, qui m'importe beaucoup, c'est... il y a aussi, ça je le dis volontairement devant quelqu'un qui travaille sur les questions, l'éthique des méthodes d'évaluation. Aujourd'hui, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens à l'échelon international que je qualifie des Mengele de l'impact social, qui nous proposent des tests en double aveugle, absolument monstrueux. Je vais donner un exemple qui ne s'est pas fait dans un pays, peu importe, où on proposait de prendre une population où on administre malade d'un cancer, on proposait d'administrer aux uns un placebo qui ne soignait rien et aux autres de soigner pour voir si ça faisait quelque chose. C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est pas parce qu'on fait de la finance qui fait du bien qu'on n'a pas d'éthique. Même en médecine, on ne fait pas ça. Donc, je pense qu'il faudra aussi ajouter une problématique sur l'éthique de l'évaluation. Même les scientifiques fous, on les arrête dans les domaines des sciences dures. Donc, attention. Moi, j'ai vu aux États-Unis des trucs absolument monstrueux, du type, enfin monstrueux, même ça confine à l'escroquerie. J'ai été l'occasion de voir un peu ce qu'ils faisaient dans le cadre du G7, et un jour j'ai vu un gestionnaire de fonds qui me dit moi j'ai un fonds hyper social, impact social, et je lui dis qu'est-ce qu'il fait? Le directeur général est un métis. Bonjour. Combien il gagnait? Bon. Voilà. Alors ça, dans la série Ripollinage, c'est pas mal. Hein. Les deux autres sur la question de la mesure de l'impact, en fait. Oui, alors nous, dans notre secteur, c'est vrai que c'est très important de mesurer son impact social. Parce qu'effectivement, voilà, quand on est un financier, on a un impact économique à avoir. Et nous, c'est vrai que notre objectif, notre mission finale, c'est l'impact. Donc la question, c'est... on vend des produits qui sont beaucoup moins chers que le marché, c'est vrai, mais est-ce qu'au bout du compte, ça contribue vraiment à ce que le micro-entrepreneur qu'on a assuré, il aille mieux, il se développe? Donc, on vient de finir notre étude d'impact social cette année. Alors, on l'a fait avec l'Université de Lyon 3, donc je crois que c'est pas des Mengele, j'espère. Non, donc, on a fait vraiment une étude. Et voilà, donc on a fait une enquête vis-à-vis de tous nos entrepreneurs qu'on a assurés depuis 10 ans. Et on leur a posé différentes questions. Et alors, le premier impact, la question, c'était est-ce qu'on a assuré des gens qui, effectivement, n'auraient pas eu accès à l'assurance sans nous? Et donc là, on en a près d'un tiers qui nous ont dit, bah oui, effectivement, sans entrepreneur de la cité, je ne me serais pas assuré. Donc, c'est pas suffisant encore, mais c'est quand même déjà un chiffre assez significatif. Ensuite, on leur a demandé est-ce que cette micro-assurance vous a permis de développer votre entreprise? Et donc là, on en a 70% qui nous ont dit bah oui, ça m'a aidé à développer mon entreprise. Et on a dit pourquoi. Alors, ils nous ont dit qu'effectivement, ayant accès à des produits d'assurance beaucoup moins chers, ils ont pu investir sur d'autres postes de dépenses. Ils ont aussi pu rassurer leurs clients. Donc du coup, ils ont eu un chiffre d'affaires plus élevé parce qu'ils ont montré que ok, je suis un petit micro-entrepreneur, mais j'ai quand même une assurance et je suis bien garantie. Donc ça, c'était très important. Et après, la mesure dans le secteur de la microfinance de son impact social, c'est est-ce que le public qui s'est assuré chez moi ou qui a pris un microcrédit, est-ce que c'est bien un public défavorisé? Est-ce qu'on est bien sur un public? Et là, effectivement, on a bien vu qu'on a 89% de personnes qui étaient des anciens demandeurs d'emploi de longue durée. Donc voilà, pour nous, c'est les principaux indicateurs. Que vous rendez à qui est-ce que vous rendez des comptes? Alors ça, c'est au public. C'est complètement grand public. Oui. D'accord.
Monsieur Gall. Alors, peut-être d'abord dire que la mesure de l'impact chez nous, c'est pas vécu comme une contrainte, bien au contraire, c'est un sujet de discussion permanent dans l'équipe. Quelques conséquences d'avoir choisi de faire de l'impact. La première chose, c'est qu'au lieu de raisonner par secteur d'activité, on va raisonner par cause adressée, en fait, dans ce fonds d'impact. On adresse 6 causes qu'on a extraits des SDGs de l'ONU, hein, donc les objectifs du millénaire. Je les cite rapidement, mais c'est avoir logement durable, habitation et alimentation durable, c'est transition énergétique, c'est inclusion sociale, c'est EduTech, c'est santé et bien-être. Et j'en rajoute une dernière qu'on a identifiée, qui était la réappropriation des données personnelles. On a rajouté ça parce qu'effectivement, les données qui sont l'or noir de demain, c'est un or noir qui ne profite pas à tout le monde, et qui ne profite notamment pas à celui qui est à l'origine des données. Donc on commence par raisonner sur des causes. Ensuite, sur la mesure de l'impact, on a dans nos process, et avant d'investir, une méthodologie pour mesurer l'impact, parce qu'on est dans une logique de gestion d'un changement. C'est-à-dire que quelque part, quand on va identifier une population touchée par une problématique et une technologie capable de régler ce problème, on est dans une théorie du changement par rapport à une population cible touchée par quelque chose. Et donc du coup, il faut que dans l'étude du dossier, on matérialise ce qu'est cette théorie du changement et comment on va la mettre en œuvre et qu'est-ce qu'elle va générer, comment notre argent finalement va servir à générer cette notion d'impact. Alors ensuite, dans le process, on a fait nous 2 choses qu'on a trouvées intelligentes et qui vont permettre d'aider à la réflexion de l'équipe. On a le sentiment que ce sujet de mesure de l'impact, c'est un sujet qui va continuer à nous habiter pendant toute la durée du fonds. Donc on a en phase finale, juste avant d'investir, créé un comité d'impact dans lequel on a fait rentrer des membres extérieurs, complètement extérieurs à l'équipe, plutôt d'ailleurs avec des profils non pas d'investisseurs, mais bien universitaires, sociologues, etc., pour avoir un œil extérieur, une vision extérieure et une aide à l'évolution de cette mesure de l'impact, parce que c'est un axe de réflexion pour l'équipe. Puis le deuxième sujet, c'est que dans la mesure de l'impact qu'on aura fait à l'origine, on a une mesure de l'impact a posteriori, et qu'une partie de la rémunération de l'équipe est couplée à l'atteinte de l'impact, parce que finalement, l'équipe a envie de s'engager sur ce sujet-là, et si elle ne réussit pas, elle veut pouvoir utiliser cette partie de rémunération à régénérer de l'impact en adressant des ONG pour cette part de rémunération qui n'aurait pas été méritée compte tenu du fait qu'on n'a pas atteint l'impact. Donc le cas classique, c'est on a fait la performance financière, mais on n'a pas fait l'impact. Et dans ce cas-là, on essaie de le générer autrement. Okay, merci. Alors, avant de passer aux questions, un dernier sujet. Alors, ce qui m'intéresse, donc, forcément l'avenir de la finance responsable. Où est-ce qu'on va? Et surtout, alors, par rapport aux différents aspects de la finance responsable que vous avez présentés ce soir, qui dans le public est concerné? Et s'il souhaite en savoir plus ou s'engager, où est-ce qu'il trouve de l'information? Comment il fait? La raison pour laquelle nous, on est allé dans l'impact investing, c'est première raison, on a fait un laboratoire, il a marché. Deuxième raison, on est convaincu que les ruptures qui sont en cours vont durer très très longtemps. Les ruptures dont j'ai parlé, elles vont durer très longtemps. Je pense qu'il y a quand on voit toutes les études sur l'entrepreneuriat social, les jeunes ont de plus en plus envie de donner du sens à leurs actions. Je ne parle même pas de leur métier, je parle de leurs actions. On voit bien que la transition énergétique, après une COP 21, on n'a pas parlé de 2 degrés. Finalement, les scénarios parlent de 4 aujourd'hui. Donc je laisse imaginer comme quand on essayait d'atteindre 2 degrés, qui était déjà une catastrophe, finalement, si on est à 4, ce que ça va être. Et quand on regarde par ailleurs la transformation digitale, on voit bien que tous les gens qui, aujourd'hui, n'ont pas accès à téléphone mobile, ordinateur, etc., ou ceux qui y ont accès efficacement, sont aujourd'hui dans un mainstream qui
est absolument essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. Je vais donner juste un chiffre, parce que c'est un chiffre que j'ai trouvé très intéressant. Là, dans les membres de notre comité, on a quelqu'un qui a monté des situations, ce qu'on appelle des MOOC, c'est-à-dire des systèmes éducationnels à base d'informatique. La société est en France et lui à Hong Kong, mais surtout ce qu'il a fait, c'est nouer des partenariats avec des écoles. Et je vais donner juste cet exemple. Il a fait un partenariat avec HEC. Le MOOC HEC est suivi à 26% par des gens en Afrique noire. À 26%, parce que la barrière de la langue n'existant pas, la barrière du déplacement n'existant plus, ces gens-là réussissent à se former aux meilleures techniques de management grâce à ces systèmes éducationnels. Alors par rapport à la microfinance, oui, je pense que c'est un terrain plein d'avenir, notamment parce que, comme vous le savez, le monde du salariat, il est en train d'évoluer énormément et maintenant on sait tous qu'on n'aura pas qu'un seul métier, on n'aura pas qu'une seule entreprise et on n'aura pas qu'un seul statut, c'est-à-dire on va passer de salarié, on va passer à être entrepreneur, etc. Et donc la protection sociale et tous les modes de protection effectivement des personnes qui étaient basés sur le travail salarié, tout ça est en train d'évoluer énormément. Donc pour la microassurance et même pour le microcrédit, toutes ces évolutions, elles font que c'est un secteur qui va forcément être amené à beaucoup se développer. Et pour dire le public comment vous pouvez vous investir, alors sur tout le secteur de la microfinance, sachez que toutes les associations, et dont la mienne, a besoin de bénévoles. Et donc si vous avez envie d'être un peu acteur de ce mouvement, de cette finance différente, vous pouvez bien sûr, alors ça c'est eux qui vous diront investir de façon solidaire. Et si c'est du temps que vous voulez investir, il ne faut pas hésiter à aller voir tous les acteurs de la microfinance et de la finance solidaire, parce qu'on a besoin d'intelligence et de gens qui portent la bonne parole. Alors je vais compléter sur l'assurance parce que je vais prendre une casquette que vous n'avez pas citée. Je suis le président fondateur d'une association, d'un think tank dans le monde de l'assurance qui s'appelle la Fabrique de l'assurance, qui tous les ans fait La liste est longue. tous les ans fait un rapport sur des sujets de société et d'assurance. Et donc le premier rapport qu'on a fait, c'était sur micro-assurance, parce que je suis très actif, le crédit coopératif est très actif dans la microcrédit, et notre pays est arriéré en micro-assurance. Arriéré, je le dis. Voilà. Et donc je milite pour que ce pays se développe en micro-assurance. Donc pour ceux que ça intéresse, vous allez sur un site internet qui s'appelle le Fabrique de l'assurance, et vous trouverez en ligne notre rapport. Cette année, l'année dernière, nous avons travaillé sur handicap et assurance, et cette année, nous travaillons nouvelle forme du travail et assurance. Et c'est exactement ce qui vient d'être évoqué. Aujourd'hui, tous les gens là qui bossent pour Deliveroo et quand ils se cassent la gueule de leur vélo, qu'est-ce qui se passe en termes de couverture sociale, hein ? Et donc, aujourd'hui, il y a un avenir et il faut surtout que mes amis assureurs, parce que je suis assureur, hein, je suis banquier et assureur, assureur puis banquier, ils se bottent le cul. Hein, parce que, je veux dire, on a des culs de plomb chez les banquiers et chez les assureurs. Et on est tellement habitué à vivre avec ce qu'on a qu'il faut adresser les problèmes tels qu'ils se posent. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ont des besoins d'assurance qui ne sont pas couverts dans ce pays. Et je suis convaincu que la micro-assurance est une des voies de solution qu'il faut traiter. Alors, pour terminer sur la question que vous évoquiez, je pense que nous, ça fait 30 ans qu'on a été les pionniers avec Action contre la faim, en lançant faim et développement, pardon, le fonds et développement, le premier fonds européen de partage. Donc, on a été des pionniers, on continue à être des pionniers dans des tas de domaines. Petit à petit, ça fait tache d'huile. Bon, ça prend du temps, mais je veux dire, mais il y a deux choses. C'est premièrement, en ce qui concerne notre maison, on démontre que les faire du bien, ce n'est pas antinomique avec développer l'activité. Parce que nous sommes dans un pays développé, la problématique elle est d'une autre dimension dans des pays pauvres, hélas. Et dernier point, ce qui nous aide grandement, c'est les taux d'intérêt très très bas. Puisque à partir du moment où, globalement, votre argent, il ne vous rapporte rien, enfin je simplifie à l'extrême, mais il ne rapporte pas grand-chose, autant qu'il fasse du bien. Et c'est ça, me semble-t-il, qui est l'argument le plus fort. Et c'est très compliqué de convaincre les gens quand l'inflation est à 20% et qu'on vous propose des produits financiers qui vous font du 50%. Vous en foutez un peu de savoir si ça fait sur les bords du bien.
quand votre livret A, il vous rapporte royalement 0,75 et qu'on vous dit, bah, écoute, on va te proposer un livret, pas, mais un livret je ne sais quoi, à 0,10, et encore, on paye bien en payant à 0,10, mais en plus, ça va faire du bien, eh ben, je peux vous dire que c'est le meilleur argument que la conjoncture a créé en faveur de la finance responsable. Merci. Donc, avant de passer aux questions du public, il y a une intervention de l'entreprise Finançons-nous. Pardon. Association. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler d'une initiative qui a été lancée il y a 4 ans, qui s'appelle Finançons-nous, qui a été créée par des chefs d'entreprise pour aider au financement d'autres chefs d'entreprise. Donc c'est une initiative locale, ici sur Lyon. Moi-même, je suis Franck Chéret, je fais partie du conseil d'administration de Finançons-nous, je suis bénévole dans cette coopérative, parce que nous sommes une coopérative, je vais y venir dans un instant. Et mon métier d'ailleurs, c'est d'accompagner des patrons de PME et TPE dans leur développement. Et donc en fait, il y a 4 ans, on a Audrey Barros qui a créé cette initiative, qui était à l'origine, qui est quelqu'un qui travaille dans le financement, qui construit des dossiers de financement pour le compte d'entrepreneur, a fait le constat que financer de l'emploi, financer de l'immatériel, en tout cas il y a 4 ans, c'était très compliqué auprès des banques classiques. C'était compliqué d'avoir des prêts pour financer de l'emploi. Donc elle s'est dit, pourquoi on ne va pas solliciter des chefs d'entreprise qui ont réussi, qui ont un peu de trésorerie, pour qu'on vienne collecter de l'argent, pour que cet argent bénéficie à d'autres chefs d'entreprise qui ont un besoin rapide de prêts pour financer de l'emploi. Parce que quand on est un jeune chef d'entreprise qui démarre, dans une TPE, il y a 2 dimensions, c'est obtenir des prêts et vite. Parce que le temps compte beaucoup et passe très très vite quand on crée une entreprise, et surtout quand on crée de l'emploi. Donc ça, c'était le constat. Et donc, il y avait une autre envie qui était là, de cette petite équipe au départ, qui était de dire on a envie d'impacter, on vient sur le mot impact, on a aussi envie d'impacter localement l'économie. On a envie de faire de l'économie différemment. On a envie de faire aussi de créer quelque chose où les chefs d'entreprise vont s'impliquer à nos côtés, aux côtés d'autres dirigeants pour financer ces projets, ces créations d'emplois. Donc le principe aujourd'hui de Finançons-nous, c'est quoi ? C'est nous collectons, donc nous sommes une coopérative déjà, donc nous sommes structurés sur une coopérative, donc chaque chef d'entreprise est sociétaire de la coopérative, prête de l'argent à cette coopérative et qui à son tour va reprêter cet argent auprès d'autres chefs d'entreprise qui sont plutôt en train de démarrer et qui ont besoin soit de financer de l'emploi, soit de sauvegarder de l'emploi, parce qu'il y a aussi une dimension de sauvegarde, dans des projets qui sont locaux, qui sont, on va dire, sur Lyon, Rhône-Alpes plus globalement. Voilà. Donc en fait, c'est le principe de ce fonctionnement. Aujourd'hui, c'est plus de 200 sociétaires qui font partie de la coopérative. On a pu collecter plus de 400 000 euros. C'est aujourd'hui, à l'instant où on se parle, 4 projets qui ont été financés. Alors des projets de TPE principalement. Il y en a une qui fait du tri de papier. D'ailleurs, c'est un atelier protégé qui est du tri de papier sur Villeurbanne, qui collecte des papiers, qui les trie et donc il les redispatche. Donc ça, c'est une première initiative. Il y en a une autre qui était de l'emploi de proximité. C'est le rachat d'un fonds de commerce pour sauvegarder 5 emplois sur Villefranche-sur-Saône pour faire de l'emploi de proximité, de jardinage, ménage, choses comme ça. Il y en a une autre, c'était une entreprise d'ingénierie qui avait besoin de vite se développer et de recruter et qu'on a aidé. On vient aussi, et bien souvent, aux côtés de financement classique. Parce que notre ticket, il est à peu près de 20 000 ou 30 000 euros, donc c'est peu quand on a une entreprise, mais néanmoins, ça permet de faire levier pour après venir avoir d'autres prêts de banque classique ou de la BPI qui vient accompagner des projets de financement un peu plus global. Voilà. Et donc, aujourd'hui, un enjeu de développement, puisque c'est une structure qui est assez récente, qui a besoin de trouver aussi son propre modèle économique. Donc, on est en train de réfléchir à faire en sorte que ce modèle soit pérenne, se structure dans le temps, parce que on est dans un marché de réalité, sur un marché où il faut aussi se financer, nous-mêmes, notre propre structure. Donc on a des enjeux devant nous, on a du travail à faire. On a aussi 4 projets en cours sur lesquels nous sommes en train d'étudier le projet de financement, 4 nouveaux porteurs de projets que nous préparons à accompagner. Voilà pour vous témoigner d'une démarche locale, spontanée, mais qui fait aussi partie de cet environnement d'économie sociale et solidaire. Lorsque je dis à beaucoup de dirigeants, pour qui le mot ESS fait peur, un peu abscon, on a l'impression de trucs un peu de rêveurs, on parlait tout à l'heure de philosophes. Je leur dis juste, ou utopistes, je leur dis, vous faites de l'ESS sans le savoir, mais vous donnez du sens à votre argent, du sens à votre action,
Et ça de ce côté-là, on a beaucoup de sympathie en tout cas, et on essaie de développer tout ça. Voilà, c'était juste ce témoignage de quelques mots. Merci. Passons aux questions. Avant, je voulais juste préciser, Monsieur Bancel a pris le dernier train pour Paris, donc on va clôturer à l'heure la soirée. Donc des questions, vous êtes libre de poser. Normalement, il y a des gens avec les micros. Moi, j'ai une question qui est plutôt pour Monsieur Bancel. Dans la dernière enquête faite par le Forum, on s'aperçoit que les 2/3 des Français souhaitent avoir dans leur épargne justement une épargne à sens. Et on s'aperçoit aujourd'hui que finalement les fonds ISR, etc., sont une toute petite proportion de l'ensemble de l'épargne. Comment une banque comme la vôtre peut améliorer la distribution et le développppement de l'épargne solidaire? Alors, l'épargne solidaire, parce que l'ISR aujourd'hui, ça commence à être bien répandu dans notre pays. Alors après, avec des débats assez compliqués sur quel type d'ISR, ça n'a pas été le débat de ce soir, mais c'est un sujet pas toujours simple pour les épargnants, hein, les investisseurs. Ce que je voudrais dire, c'est que tout de même, c'est un travail progressif. Et d'abord, il faut qu'il y ait de plus en plus d'opérateurs. Je veux dire, moi, je ne demande pas à ce qu'il n'y ait que le crédit coopératif. Et plus il y aura d'autres banquiers, d'autres assureurs qui proposeront des produits labellisables par Finansol, plus je suis heureux. Parce que ça prouve que c'est un espace de liberté, c'est un marché au sens, c'est un lieu de liberté, d'offres, parfois avec des segments très spécifiques. Hein. Donc voilà, quand on est parti il y a 30 ans, on était les pionniers, il n'y avait personne d'autre que nous, etc. Ça a été très très long, c'est à peu près comme la période de la préhistoire, avant que l'homme n'invente l'écriture. Et puis on a senti des percées. Ce qui a fait faire la percée dans notre pays, ça a été tout de même l'obligation de présentation dans l'épargne salariale. C'est ça qui a fait booster. Et on a fêté à la fin de l'année dernière, sous la houlette du gouverneur de la Banque de France, dans les locaux de la Banque de France, les 20 ans de Finansol. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire devant nous, en particulier dans le monde de l'assurance. Là, je parle de l'assurance vie épargne, où là-dessus, là encore, les culs de plomb du monde de l'assurance ont encore un peu à se bouger. Voilà. Donc, moi, je suis optimiste, je vous l'ai dit. Je pense que la conjoncture financière aide énormément la finance responsable. Voilà. Parce que l'argument du « ça rapporte beaucoup », c'est pas ça l'argument majeur. Le problème à terme, mais on est loin d'en être là, hein, c'est un jour, si on avait un déséquilibre entre l'épargne responsable, entre guillemets, et les projets à financer. Pour le moment, là, en matière de finance solidaire, ce n'est pas le sujet. Mais globalement, il y a de plus en plus de gens qui veulent que leur argent fasse du bien. Après, les projets, ce n'est pas en se baladant avec des canadaires pleins d'argent. Hein. Il faut aussi des soutiens de terrain qui fassent l'accompagnement. Aujourd'hui, je pense que c'est le sujet le plus compliqué, parce que jusqu'à présent, c'était financé par globalement de la finance publique. Pour d'autres raisons d'équilibre budgétaire, on coupe plein de crédits. Okay, et à terme, ça va finir peut-être par peser sur la capacité à accompagner des projets qui ne naîtront pas simplement, les petites fleurs, elles ne poussent pas parce qu'il y a de l'hélicoptère monnaie gentil qui circule. Hein. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. Franck Colombe, je suis financier de métier, mais manager financier. J'ai une question qui est peut-être un peu décalée par rapport à la présentation, parce que vous nous avez parlé plutôt de la responsabilité de ce qu'on finançait. Moi, la question que j'ai en tant que manager depuis 25 ans maintenant, c'est plutôt la question des dividendes. Lorsqu'on a travaillé en LBO, c'est-à-dire pour des fonds d'investissement, ce qui a été mon cas, on voit souvent la totalité des résultats, des bénéfices qui partent dans les dividendes. Et pour moi, ça pose une question fondamentale de responsabilité financière.
puisqu'on ne permet plus l'allocation du résultat pour le financement en fait, des investissements productifs que sont les machines, pourquoi pas un logiciel, une rupture technologique. Et pour moi, ça, c'est vraiment une des questions fondamentales. C'est déjà d'être responsable avec sa propre entreprise, ses propres salariés et la pérennité de l'entreprise. Peut-être, mais quelques éclairages. D'abord, le LBO est un segment bien particulier du métier du capital investissement. Ce sont les montages à effet de levier. Donc, on met beaucoup de dettes et finalement au-dessus d'une entreprise et le financier fait sa performance une fois qu'il a remboursé la dette, mais l'entreprise est mise sous pression de remboursement de cette dette avec souvent finalement peu de moyens pour financer les développements de l'entreprise. Je vais peut-être raconter une anecdote, mais moi je suis rentré dans ce métier en 89. À l'époque, les montages de LBO, j'étais dans le groupe Natixis, il y avait Initiative et Finance qui avait 2 pages à 4 pour expliquer ce qu'était un montage LBO. Aujourd'hui, il y a des bouquins de 200 pages, 300 pages pour expliquer comment on peut sophistiquer ça à l'envi. Là, je voudrais me démarquer de ça. Le groupe Siparex a une caractéristique, c'est un groupe qui a été créé il y a 40 ans en région sur un ADN qui était d'aider des entreprises et des donneurs d'ordre à subsister aux crises. En réalité, dans les années 70, les grands donneurs d'ordre avaient des chaînes de sous-traitance qui tombaient à chaque crise parce que n'ayant pas de fonds propres. Et le groupe a toujours combattu, Dominique Nouvelet, qui était le fondateur de ce groupe, appelait ça la finance non éthique, hein. Les montages à gros effets de levier, hein, ces montages LBO que vous décrivez, parce qu'il est considéré comme absolument non éthique. C'était de la finance non éthique à son sens. Donc la partie capital investissement qui se partage chez nous en capital développement vise à limiter cet effet de levier dans des proportions très basses et à ne pas faire sa performance finalement sur cet effet de levier, mais bien plus sur le développement des entreprises qui sont financées. Dans l'innovation, c'est encore plus simple. On prend des projets qui n'ont pas la capacité de rembourser un emprunt. Donc en réalité, on fait le banquier à la place du banquier, on fait tous les métiers de la finance en un seul, et on prend des risques que d'autres ne veulent pas prendre. Donc en réalité, on n'est pas du tout dans cette logique que vous décrivez. En revanche, il y a un truc qui est certain, c'est que l'ADN du groupe, on le retrouve. Je vais donner un tout petit exemple. En région, on va, y compris dans des périodes difficiles, 2009-2010 c'était une période pas très facile, se battre pour des entreprises qui ont des difficultés. Il y en avait une particulièrement qui avait des difficultés, qui était en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair. Pour ceux qui sont fanatiques d'une marque à la pomme, cette entreprise a fait les titres au mois d'octobre dernier parce qu'elle a eu la visite du patron d'Apple. La réalité, c'est que cette entreprise que nous avons défendu en région, que nous avons préservé pour préserver des emplois en région, est maintenant une star, simplement parce qu'on l'a aidé à passer la crise, et il n'y a aucun banquier qui l'a aidé dans cette phase-là, je vous le garantis. Je vous remercie. Ma question ne visait pas Siparex, hein. C'est pas du tout la question, hein. La question est plus de savoir si on ne peut pas imaginer le fait de retenir une somme, un pourcentage des bénéfices qui irait à l'autofinancement plutôt qu'à la rémunération certaine des dividendes. C'est aussi simple que ça. Je vais vous soutenir, ça s'appelle une coopérative. C'est le principe même des réserves impartageables. Puisque je rappelle que la démarche coopérative est une démarche dite acapitaliste, dans le sens qui refuse la rémunération individuelle spéculative de l'apporteur de capitaux. L'apporteur de capitaux qui souscrit des parts sociales a un plafond légal de rémunération qui est aujourd'hui très très bas, qui est de l'ordre de 2,5%. Et tout le reste des excédents, pour ne pas utiliser le mot bénéfice, est conservé dans la structure dans des réserves non appropriables individuellement. Et donc, c'est aussi des questions qu'on a vues réapparaître à travers, par exemple, la proposition qui me paraît assez intéressante d'avoir des taux d'IS différenciés entre le bénéfice conservé dans la structure et le bénéfice distribué, hein. Et donc, là, la question est qu'on voit réapparaître aujourd'hui à travers le débat sur le futur projet de loi que peut porter Monsieur le maire, le ministre de l'économie, qui est celui de la répartition de la valeur ajoutée. Et une des questions, bien évidemment, c'est que ça vient porter atteinte
à ce qu'on appelle pour les académiques le modèle de l'agence, la théorie de l'agence. C'est en partie, dans certaines structures c'est vrai, dans d'autres c'est faux. Le boulot, le métier d'entrepreneur, c'est de faire converger les intérêts. C'est pas de fabriquer de la lutte des classes entre les seuls créateurs de richesse qui seraient les apporteurs de capitaux et puis les soutiers de travail. C'est la combinaison harmonieuse du travail et du capital, hein, bien évidemment, et d'autres parties prenantes. Et donc la question de fond, me semble-t-il, qui est en particulier adressée par la problématique de la finance responsable, c'est celle de la création de la valeur ajoutée dans une entreprise. Et tout n'est pas perçu par la comptabilité, parce que si on avait voulu creuser, je pense qu'on s'aperçoit qu'un des problèmes de fond, c'est qu'aujourd'hui on est très très myope sur l'appréciation d'une entreprise uniquement par les critères comptables. Je suis un comptable, je suis un pornocrate, j'adore ça, donc je peux vous faire des tas de cours sur tout ce que ne vous raconte pas la comptabilité sur une entreprise, okay. Et par ailleurs, comment cette valeur ajoutée est répartie entre les parties prenantes internes et externes de la structure. Et votre question, elle est totalement pertinente. Mais elle est parfois décapante. C'est tellement plus simple de dire, tel un prétendu brillant financier, c'est il faut que ça crache pour les actionnaires et basta. Bien. Une dernière question peut-être ? Ultime question. Ma question, c'est que pensez-vous du Green Dow Jones? Moi, l'académique connaît. J'ai même visité leurs locaux à Zurich. Alors, c'est un index. C'est un index comme le CAC 40, comme les autres, mais qui applique une certaine qui applique des règles quant à l'inclusion des sociétés qui le composent. Pardon? Dow Jones, c'est US. C'est à l'image du. Enfin, en fait, les entreprises elles doivent avoir un côté écologique et en même temps, par exemple, il y a Schneider Electric dedans. Enfin, elles vont donner plus de fonds pour leurs actionnaires en fait. Et donc les entreprises, elles vont changer leur politique. Et du coup, je me posais la question, par rapport aux fonds financiers, vu que c'est aussi un côté écologique et pour l'environnement, si vous aviez une vision là-dessus, mais du coup. Alors, moi, la vision, c'est une partie d'ISR. Donc, l'ISR, effectivement, Grégoire Coustet, on a parlé au début un petit peu. On n'en a pas beaucoup parlé. Je vais juste je vais libérer Jean-Luc Blancel qui a son train pour. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été avec nous. Vous avez un peu de temps ou vous êtes lyonnais, donc je propose qu'il y avait encore pas mal de questions d'enchaîner. Alors, parce que nous, on a un peu plus de temps. Il est extrêmement intéressant. Un tout petit point. Comme chacun sait, il y a pratiquement 4 millions d'actionnaires individuels
qui détiennent des plans, des PEA, pardon, et il y a pratiquement environ 7 millions de salariés qui ont des participations dans des fonds. Donc, on peut dire que les SR intéressent beaucoup de monde. Alors, la question très concrète que je pose, est-ce que par rapport à la capitalisation boursière aujourd'hui que nous avons, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a un ordre d'idées, je m'adresse aux professeurs d'université, est-ce qu'il y a un ordre d'idées, ce que représentent aujourd'hui les fonds ESR qui sont en plein développement, et il y a de très belles sociétés dont on ne parle pas suffisamment, comme Michelin par exemple, Air Liquide, ou encore il y a une très belle société dans la région qui répondent à ces critères. Thermador, pour la citer. Oui, alors, je vais répondre. Moi, ce que j'en sais sur les volumes sous gestion ISR, donc investissement socialement responsable, c'est, comme Grégoire le disait tout à l'heure, c'est un peu une question de définition de ce que c'est que l'ISR. Si on a une définition très large, la plus large à ma connaissance, c'est le programme des Nations Unies pour donc UNPRI, United Nations Principles for Responsible Investment. Et là, en fait, on va avoir beaucoup de banques qui signent et des grands noms qui ont été cités tout à l'heure, donc Deutsche, la JP Morgan et compagnie, qui s'engagent dans une démarche d'inclure des critères extra-financiers dans leur décision d'investissement. Et là, on est à des volumes, c'était selon les UNPRI, on était au niveau global à 40 trillion dollars. Hein. C'était ça le volume que j'ai en tête, qui datait de 2016 d'une étude. Donc ça, c'est la définition large. Maintenant, en fait, la question est, parce que beaucoup vont vous dire, ok, JP Morgan Chase et Deutsche font du socialement responsable, voyons voir ce qu'ils font et à quel point ils sont vraiment impliqués dans leurs responsabilités. Donc plus on est restrictif par rapport à ces critères de ce que c'est que l'investissement responsable, plus le volume va être faible. Et je pense que des gestionnaires comme les volumes vont chuter, à mon avis. Non, mais on va reprendre l'exemple dans le capital investissement qui n'est pas tout à fait équivalent, mais on a vu arriver les critères ESG il y a déjà quelques années. Et on est passé assez brutalement d'une configuration où, quand vous aviez des critères ESG, vous intéressiez quelques souscripteurs qui disaient « Ah, c'est intéressant », à une configuration où aujourd'hui, si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas reçu en entretien. Donc, en réalité, au bout d'un moment, tout le monde va développer des critères ESG pour pouvoir accéder à des institutionnels parce que ça devient la norme. Après, sur l'ISR, j'en dirais moins, puisqu'on parle du monde coté. En fait, ça ne devient intéressant que quand ces critères sont inattaquables, inaliénables et pas calculés directement par les entreprises. Les entreprises que vous avez citées ont des cultures très particulières qui font qu'elles ont des modèles assez particuliers, modèles sociaux assez particuliers. Michelin, notamment, pour les citer, avec qui nous avons beaucoup de relations, est un modèle tout à fait particulier. Et c'est vrai que quand on regarde par rapport à des groupes anglo-saxons ou autres qui ont peut-être des modèles beaucoup moins sociaux, les différences quand on regarde les notations ISR ne sont pas forcément aussi flagrantes que ça. Ok. Il y avait une autre question ? Oui, c'est encore moi, désolé. J'ai une question qui concerne la crypto-monnaie. Je me demandais dans quelle manière ça n'échapperait pas justement à une certaine responsabilité financière, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cas maintenant de start-up notamment qui se créent autour de cette monnaie-là, se financent autour de cette monnaie-là, créent leur propre monnaie. Et moi, ça me pose plein de questions sur la responsabilité que ça va amener. Peut-être pour ceux qui sont moins férus de crypto-monnaie, on est là dans le domaine de l'innovation. C'est un type de monnaie qui échappe complètement à toute régulation aujourd'hui. Elle a notamment comme réputation d'aider à blanchir de l'argent venant d'endroits sales. Et la caractéristique qu'on vit depuis on va dire 2 ans à peu près, c'est que des entreprises innovantes lèvent des moyens financiers très conséquents. On parle là de centaines de millions d'euros.
en utilisant des moyens de ce type-là. Alors, ça pose beaucoup de questions. Je vais peut-être en donner une ou deux. La première, c'est l'évolution du modèle d'intermédiation pour financer les innovations. Finalement, quand on le fait directement en tant que particulier via de la crypto-monnaie directement dans une entreprise, c'est un modèle complètement différent. L'intermédiation a disparu. Ça pose des questions de régulation. Aujourd'hui, les États ne savent pas très bien comment se positionner par rapport à ça. Il n'y a pas très longtemps, Christine Lagarde avait écrit un article pour dire qu'il fallait s'adapter à cette chose qui allait exister. La Chine vient d'essayer de l'éviter. Donc il y a des mouvements de plaques tectoniques dont on ne voit pas très bien comment elles vont fonctionner. Après, il y aura aussi des désillusions, clairement, quand certaines de ces entreprises qui ont levé des centaines de millions d'euros vont faire, comme dans l'innovation, ça arrive assez fréquemment, un échec total. Les particuliers qui auront pris des risques sous-jacents innovants et l'auront fait non intermédiaires et par ailleurs sur des monnaies qui sont des monnaies assez volatiles. Pour donner quelques chiffres, le Bitcoin, grosso modo, sur quelques semaines, est passé de $17 000 à $10 000. Donc je vous laisse imaginer la volatilité de la monnaie en question. Donc ça pose beaucoup de questions, tant sur le mode de financement de l'innovation demain que sur l'avenir de ce type de monnaie qui échappe complètement à la régulation et aux règles. D'accord. Donc une toute dernière et après. Est-ce que la majorité de vos clients, est-ce qu'ils sont en France ou est-ce qu'ils sont dans d'autres pays? Est-ce que vous travaillez aussi par exemple avec l'Agence française du développement? Alors la microassurance, elle est présente effectivement dans quasiment tous les continents et les pays en voie de développement. Très présente, 60% des microassurés dans le monde, ils sont en Asie. Vous en avez 25% en Amérique latine et 15% en Afrique. Non, nous, entrepreneurs de la cité, pour le coup, on ne travaille que sur les populations vulnérables françaises, pour une raison assez simple, c'est que l'assurance est un secteur très très régulé et c'est vrai que c'est assez compliqué de développer les produits et les garanties dans d'autres pays que le nôtre. Je vais faire une parce que finalement, quand on dit client, on ne sait pas très bien qui on adresse. On a d'un côté, nous, des gens qu'on va solliciter pour lever des fonds. Et là, on adresse France, Europe et parfois au-delà. On a ensuite des entreprises que nous finançons et sur lesquelles nous allons chercher des modèles de développement. Et dans ces modèles de développement, nous allons, s'agissant d'innovation, très fréquemment aller à l'international et en fonction des métiers, l'international, ça peut être différentes zones. Je vais donner un exemple très simple. On a fait récemment un sujet de logiciel de transition énergétique qui fait de l'optimisation de l'endroit où on va chercher son énergie, soit sur le réseau, soit sur des méthodes de stockage, soit sur des panneaux solaires ou des choses comme ça. Ce genre de système est particulièrement adapté à des environnements où le prix de l'électricité varie à la journée, et notamment en Afrique. Donc là, on est typiquement dans ces zones-là, et je le dis d'autant plus que finalement, quand on va financer de la technologie en France, ces zones africaines seront des zones de prédilection pour essayer de développer des régions commerciales. Et puis, par ailleurs, parce que le groupe Ciparex a une particularité, il a aidé des fonds d'investissement en Afrique à se monter, équivalent à ce qu'est Ciparex. Et notamment, on est depuis des années technical partner d'Afrique Invest, qui est un des plus beaux fonds africains que nous utilisons pour essayer de déployer nos technologies en Afrique.
Ok, donc, merci. Je propose qu'on va s'arrêter là. Alors, un grand merci à vous, au public, d'avoir été si nombreux ce soir. Je suis vraiment très agréablement surpris d'avoir vu l'intérêt, d'avoir vu vos questions aussi pointues aussi sur ces questions-là. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, je souhaiterais remercier nos 2 intervenants. Je pense qu'on peut leur donner un petit... Qui sont restés. Et last but not least, les 2 personnes que vous ne voyez peut-être le moins, mais qui sont beaucoup à l'œuvre en arrière-scène. C'est donc Tanja Mirkovic qui m'a contacté la première, et Jérôme Pivin qui est juste là. C'est vraiment eux qui font beaucoup du travail d'organisation sur ces conférences. Merci.